mais attendez la fin de chaque section. Et vous allez voir qu'on a commencé d'enregistrer la séance. Donc, vous aurez probablement reçu un message sur votre écran. Donc, inquiétez-vous pas trop de prendre trop de notes parce qu'on va mettre l'enregistrement en ligne, vous l'envoyez par courriel et aussi une copie de la présentation vous sera envoyée. Donc, aujourd'hui, c'est d'écouter, poser vos questions et on est là pour vous appuyer. Donc, je vais commencer avec le premier sujet. En fait, juste une petite note avant, si jamais vous avez des questions, on va principalement fonctionner via le chat, juste parce qu'on est un grand groupe aujourd'hui. Puis, si jamais que la fonction du chat ne fonctionne pas, à la fin, on pourra prendre peut-être quelques questions audio, mais on va essayer de rester le plus possible sur le chat pour pouvoir répondre à le plus de gens possible. Donc, pour le trimestre d'hiver, c'est un peu différent qu'à la normale. Donc, une des questions communes, c'est est-ce qu'il y aura des cours offerts sur le campus? Donc, l'objectif depuis l'automne, c'est d'offrir à peu près 30 à 50 des cours en personne et le reste est en ligne. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre au moins un cours en personne sur le campus, mais vous pouvez aussi étudier de la maison en ligne également. Et quelques solutions. Donc, toutes les salles de classe sont équipées avec des outils vidéoconférence. Donc, pour certains cours, vous allez voir qu'il y a des gens qui participent en personne, il y a des gens qui participent de la maison. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment un mélange de formats, d'opportunités pour vous comme étudiants. Il y a aussi des horaires alternés pour certains cours. Donc, disons qu'il y a 2 cours en personne par semaine, vous allez à un cours en personne, l'autre cours en ligne, pour que plus de gens puissent y assister en personne. Et aussi, l'horaire des cours a été modifié également pour pouvoir combiner des différentes combinaisons de formats de cours. Ensuite, est-ce que c'est possible d'étudier entièrement à distance? Pour la majorité des programmes, oui, si vous le voulez ou si vous avez besoin de le faire, parce que je sais qu'il y a aussi des restrictions dans certains pays et différentes circonstances, les délais de permis d'études. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les étudiants veulent peut-être étudier en ligne. Mais si vous étudiez entièrement en ligne, ça se peut que vous suivez moins votre séquence de cours et ça peut retarder un peu vos études. Donc, si vous êtes en première année, c'est super important d'essayer le plus possible de suivre la séquence de cours. Donc, vraiment les cours qui sont suggérés à suivre. Mais ça se peut qu'il y ait quelques différences si vous ne pouvez pas être en personne, dépendamment du programme. Et la question commune, c'est comment on sait si le cours est en personne ou en ligne? Donc, si vous allez dans votre compte Eurozone et vérifier votre horaire, ensuite, vous allez sélectionner le trimestre en question, donc le trimestre d'hiver 2022, et vous pouvez voir la liste de tous les cours. Quand vous êtes sur la liste de tous les cours, vous cliquez sur Détails de la classe. En anglais, c'est Class Details. Et ensuite, Mode d'instruction, Instruction Mode. Et ça va indiquer sur le cours est offert en ligne ou en personne. Donc, pour le mode d'instruction, si ça dit conférence web, ou ça va dire conférence web ou en personne. Et là, vous allez voir vraiment les détails. L'autre option, c'est les cours hybrides. Et hybride, ça veut dire que vous avez certains cours en personne, certains cours en ligne. Mais la présence en personne est requise pour les cours hybrides. Donc, si vous êtes inscrit dans un cours hybride ou en personne, vous n'avez pas encore de permis d'études ou vous n'êtes pas capable de venir physiquement, on vous suggère d'essayer de changer à des cours en ligne si possible. Et on va en parler un peu plus tard aussi. Pour le trimestre d'été, c'est la prochaine question. Est-ce que les cours seront offerts à distance, en personne? Donc, ça va être un peu le même modèle que l'hiver pour l'été. Donc, ça va être un mode hybride en ligne ou bimodal ou en personne. Parce que normalement, la plupart des étudiants partent chez eux ou partent travailler, etc. pendant l'été. Donc, on veut continuer d'offrir cette flexibilité-là. Pour l'automne 2022, on espère pouvoir revenir en personne. Donc, à peu près 80-90% des cours auront lieu en personne sur le campus. Mais on doit attendre un peu pour voir quelle sera la situation sanitaire au Canada en septembre 2022. Ensuite, les admissions. Et aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner qu'on a des étudiants de tous les cycles. Donc, il y a des étudiants qui sont au bac, des étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat.
Donc, si vous voulez partager avec le groupe dans le chat, vous êtes dans quel programme, vous êtes dans quel cycle, on aura une meilleure idée de la représentation dans le groupe. Et je vais mentionner parfois que ceci, ça s'applique aux étudiants du premier cycle ou quelque chose s'applique aux étudiants des cycles supérieurs. Donc, juste soyez conscients que parfois, il y a des différentes procédures par rapport au cycle d'études. Différents règlements scolaires parfois aussi. Donc, je vais définitivement surligner ces différences-là. Donc, pour l'offre d'admission, vous devez accepter votre offre avant la date limite indiquée sur votre offre. Et si vous n'êtes pas certain, vous pouvez quand même l'accepter. Et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez toujours refuser. Donc, il n'y a pas de stress, c'est mieux de l'accepter avant la date limite parce que si on accepte après la date limite, là, il faut vérifier est-ce qu'il y a encore des places dans le programme, etc. Donc, c'est pour ça qu'on donne la suggestion. Donc là, je vois dans le chat des gens en mathématiques, master sciences et systèmes. Donc, à date, on voit un peu les deux cycles. Donc, pour les étudiants qui sont au premier cycle, la date limite de soumission des documents, c'est le 30 décembre 2021, donc dans quelques semaines. Et les relevés de notes finaux sont acceptés directement par courriel au bureau des admissions, donc le courriel qui est là, admission avec un S à uauto.ca, de la part de vos institutions ou vous pouvez également envoyer les relevés de notes par courrier, donc à l'adresse du bureau des admissions qui est sur la diapo. Cela étant dit, si vous avez une copie officielle de vos documents, je vous suggère de faire une copie conforme et d'envoyer la copie conforme et non l'original parce que vous n'allez pas recevoir cette copie à nouveau. Donc, on va la garder malheureusement. Ensuite, pour les étudiants des cycles supérieurs, vous pouvez voir c'est quoi les documents à soumettre sur votre liste à faire dans votre centre étudiant. Donc, quand vous êtes dans le centre étudiant, c'est à la droite. Donc, c'est comme un bleu, dans une couleur bleue. Et certains d'entre vous vont devoir soumettre les relevés de notes finaux, votre diplôme, des traductions si jamais c'est dans une autre langue, en anglais ou en français. Et c'est via votre compte Ozone. Si vous avez des questions par rapport à votre dossier d'admission supérieure, c'est avec votre faculté ou votre unité d'études. Donc, ils vont pouvoir vous donner plus de détails. Malheureusement, si vous n'êtes pas capable de nous rejoindre en hiver 2022, parfois, il est possible de demander un différé, mais ce n'est pas garanti. Donc, au premier cycle, c'est vraiment pour des circonstances exceptionnelles. Donc, c'est normalement pas possible parce que l'offre est seulement valable pour le trimestre et le programme spécifié. Mais vous pouvez quand même faire demande si jamais que vous trouvez que vous avez une situation exceptionnelle. Le processus est sur le site web du Bureau des admissions. On a mis le lien dans la diapo. Et sinon, il faut soumettre une nouvelle demande d'admission pour le prochain trimestre d'études. Donc, par exemple, pour la majorité des programmes, ça serait en septembre 2022. Et pour les programmes de cycle supérieur, c'est vraiment du cas par cas parce que c'est un peu plus spécialisé comme programme. Donc, vous pouvez contacter votre faculté, votre unité scolaire, mais veuillez noter que ce n'est pas possible pour certains programmes. Il y a certains programmes qui offrent aucun différé, c'est juste pas dans leur pratique. Mais pour certains programmes, oui, mais ça serait du cas par cas. Donc, immigration, je vais inviter mon collègue Ali pour vous parler d'immigration. Et on prendra les questions pendant la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat et à la fin de la présentation, on prendra des questions principalement via le chat. Donc, Ali, c'est à toi. Parfait, merci Nathalie. Donc, je vais faire le survol des étapes, des choses que vous devez faire pour arriver ici au Canada. Donc, on va parler des demandes de permis d'études. Donc, si ce n'est pas encore fait, donc si la demande de permis d'études n'a pas encore été faite, je vous suggère très fortement de la soumettre le plus tôt possible parce qu'il y a vraiment des délais. Donc, on a ici dans le lien des liens comment faire une demande. Donc, on a un tutoriel et puis on a même une vidéo là, comment faire une demande de permis d'études. Les demandes se font en ligne. Donc, depuis le début de la pandémie, c'est la manière de faire des demandes.
Et puis, il est important de comprendre que IRCC n'a jamais cessé ses activités malgré la pandémie, mais ils ont beaucoup de retard. Donc, ils continuent, le ministère de l'Immigration, IRCC, continue à recevoir les demandes en tout temps. Mais il y a des délais, donc il faut planifier votre demande avec les délais que vous allez avoir par la suite. Donc, aussi, même si les demandes se font en ligne, il faut télécharger sur le site officiel de IRCC la trousse de votre pays. Donc, chaque pays, il y a une trousse spécifique où il y a une petite variation, disons, de la documentation. Donc, il faut aller chercher la trousse papier. Et puis, dans le site ici, là, qu'on vous donne le lien, et puis sélectionnez votre pays, demandez la section demande en papier pour voir spécifiquement ce que votre bureau de visa exige de vous, en plus des documents habituels pour le visa. Donc, c'est très, très important d'aller consulter la trousse de votre pays avec le format papier. Puis ces documents-là, il faut les rajouter dans la demande en ligne. Donc, tous les documents supplémentaires peuvent être rajoutés dans la demande en ligne. Il y a une case qui s'appelle information sur le client, que c'est une sorte de, comment dire, là, comme c'est une place où on peut tout mettre, là où on ne peut pas mettre d'autres informations. Mais quand vous allez voir la vidéo, vous allez bien comprendre là, comment ça se fait parce qu'on fait une démonstration exactement. Donc, on va aller à la prochaine page. Donc, le volet direct pour les études en VDE. Donc, c'est un volet qui est disponible pour certains pays. La liste, elle est là. Essentiellement pour les francophones, ça va être le Sénégal et puis le Maroc. Et puis le Vietnam, je pense, là, mais le reste, bon, c'est des pays anglophones. Mais si vous êtes résident de cette liste de pays-là, vous pouvez faire une demande à travers le volet direct pour les études. L'avantage de ce processus, c'est qu'il est rapide. Il est supposé être rapide. Donc, je dis supposé parce qu'il y a des délais aussi dans ce volet-là. Mais ce que j'aime par rapport à ce volet, c'est qu'il crée il donne plus une certitude là que vous allez couvrir les points principaux d'une demande de permis d'études, c'est-à-dire la capacité financière, les raisons de votre séjour, la capacité langagière. Donc tout ça, c'est bien balisé dans le volet direct. Donc si vous êtes capable de le faire, faites-le parce que c'est le mode le plus rapide. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le volet direct? Donc, à part être résident des pays listés ici, donc il faut prouver que vous avez payé pour une année d'études ici. Donc, le preuve de paiement, vous pouvez prépayer l'université, puis vous pouvez télécharger la preuve de paiement dans le site web pour les droits universitaires, en tout cas dans le UOZone. Mais aussi, il faut démontrer que vous avez des capacités langagières. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin ici. Donc, pour le premier cycle, on parle de 2 trimestres. Donc, ça va être les trimestres d'automne et d'hiver. Si on peut revenir, s'il te plaît. Pour le cycle supérieur, c'est tous les trimestres, donc c'est 3 trimestres. Donc, ça va être le trimestre d'hiver, trimestre de printemps-été, et puis le trimestre d'automne, donc toute l'année. Donc, il faut calculer vos frais universitaires, donc vos droits universitaires, et puis prépayer ces frais-là, et puis télécharger le reçu de votre compte UOZone. Donc, ça, c'est la preuve de paiement pour une année. Et les instructions vous ont été envoyées si vous êtes ressortissant ou bien résident de ces pays-là. Si on peut passer maintenant à la prochaine page. Très important, puis ça va pour toutes sortes de demandes, volets directs ou bien les demandes régulières. Donc, s'il y a des documents manquants, vous êtes en attente, par exemple, d'avoir une preuve financière parce que à cause de la pandémie, les banques sont fermées ou bien il y a de retard pour obtenir une lettre de capacité financière.
peu importe le document qui manque, je vous suggère de soumettre quand même la demande, mais il faut écrire une note explicative qui détaille le pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas ce document-là, c'est quoi les efforts que vous avez faits pour l'obtenir, et puis quand est-ce que vous pensez que ça sera disponible. Donc ça permet, de lancer la demande le plus tôt possible, et puis entre-temps, dès que le document il est disponible, vous pouvez le rajouter avec le formulaire web qui est un outil de communication avec IRCC. Vous pouvez le rajouter en cours de traitement de la demande. Donc, c'est une démarche qui est suggérée pour les retards qui sont liés à la pandémie. Mais de toute manière, s'il y a des documents manquants, ne retardez pas la demande. Soumettez la demande le plus tôt possible et puis rajoutez les documents quand ils sont disponibles. Mais expliquez, pour chaque document, il faut avoir une lettre séparée, une lettre explicative. C'est quoi les efforts que vous avez faits, pourquoi vous n'avez pas ce document-là, et puis quand est-ce que vous pensez l'avoir. Donc, on va aller à la page suivante. Donc, les études en ligne. Donc, ça, c'est une question qui revient souvent. Et puis, je vais juste essayer de démystifier quelque chose. Donc, le Canada autorise les étrangers à entrer dans le territoire canadien. Puis, avec cette autorisation, on leur donne le droit de faire des activités. Pour vous, spécifiquement, l'activité que vous cherchez, c'est les études. C'est étudier, puis ça, c'est réglementé. Donc, vous devez être en possession d'un permis d'études. Donc, si vous êtes sur le territoire canadien et que vous êtes en train de faire des études, peu importe si c'est des études en ligne ou bien en personne, vous devez absolument avoir un permis d'études. Par contre, le Canada ne donne pas d'autorisation d'étudier en ligne à l'extérieur du Canada. En tout cas, ce n'est pas ce que le ministère cherche à faire. Donc, si vous étudiez en ligne et que vous êtes à l'extérieur du Canada, physiquement à l'extérieur du Canada, vous n'avez pas besoin d'un permis d'études. Mais il y a d'autres conséquences par rapport au futur séjour. Mais juste pour clarifier la question, est-ce que j'ai besoin d'un permis d'études pour étudier en ligne? La réponse est, ça dépend où vous êtes physiquement. Donc, si vous êtes physiquement hors du Canada, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis d'études. Par contre, l'intention, c'est de vous voir ici. Donc, et puis ça, c'est une des raisons que vous voulez étudier ici, c'est de venir vivre temporairement au Canada. Donc, il faut, comme je l'avais dit auparavant, faire une demande, déposer une demande le plus tôt possible. Et dès que vous avez la chance de venir ici, dès que c'est sécuritaire pour venir ici, faites l'effort de venir ici puis venir vous installer. Mais pour cette question, les études en ligne, est-ce qu'on a besoin d'un permis d'études? La réponse généralement est non si vous êtes à l'extérieur et la réponse est catégoriquement oui si vous êtes au Canada. Voilà, donc permis de travail post-diplôme. Donc, c'est là qu'on voit les impacts. Donc, le permis de travail post-diplôme, c'est un permis de travail que les étudiants, généralement, les finissants d'un programme au Canada, demandent pour pouvoir rester au Canada, continuer leur séjour ici temporairement encore. Au-delà de leur séjour d'études, les étudiants veulent débuter une carrière, mettre en pratique leurs connaissances. Donc, le gouvernement canadien a créé ce type de permis. Donc, comme le nom le dit, c'est post-diplôme. Donc, il faut graduer, être diplômé d'une institution désignée comme la nôtre. L'Université d'Ottawa est un établissement d'enseignement désigné. Et puis, pour pouvoir l'avoir, il faut que qu'il y ait déjà un permis d'études qui a été approuvé. Donc, à cause de la pandémie, il y a une anomalie qui s'est créée. Puis, cette anomalie, c'est que certains étudiants commencent ou bien vont probablement finir leurs études, toute la durée de leurs études à l'extérieur du Canada. Et puis, pour ça, il y a eu des mesures spéciales pour arranger pour cette situation-là. Donc, les études qui sont faites hors du Canada jusqu'au 31
août 2022 vont être comptabilisés à 100% pour l'obtention du permis de travail post-diplôme. Donc, c'est comme si vous étiez ici. Par contre, il y a une exigence, il faut qu'une demande de permis d'études soit déposée avant le début des études, et puis il faut que, ultimement, cette demande soit approuvée. Donc, la période qui est comptabilisée, c'est toute la période d'études en ligne à partir du moment où la demande a été déposée, et puis tout le temps d'attente va être comptabilisé. Donc, même si vous finissez vos études en une année, toute cette période-là va être comptabilisée comme si vous étiez là. Mais ultimement, il faut que le permis d'études soit approuvé. Donc, si vous avez fait des études avant le dépôt d'une demande de permis d'études, ce temps-là ne sera pas comptabilisé. Donc, ne traînez pas, ne retardez pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des documents manquants, déposez une demande, même avec des documents manquants, mais avec des notes explicatives. Donc, ça, il y a un petit jeu ici, puis il faut profiter de cette souplesse que IRCC vous donne. Donc, les refus du permis d'études, donc ça arrive souvent. IRCC ne garantit jamais qu'une demande va être approuvée, aussi bonne qu'elle peut être, aussi bien détaillée qu'elle peut être. Donc, les autorités canadiennes se réservent le droit de vous refuser un permis d'études, et puis ils vont justifier ce refus-là selon des normes. Donc, les normes sont diverses. Et puis, donc, il faut quand même tendre à un refus potentiel. Il n'y a aucune garantie qu'une demande va être acceptée. Donc, on a ici le lien. On a vraiment une très bonne foire aux questions. Et puis, vous pouvez la consulter. Prenez le temps de bien la lire. Je sais que c'est écrit dans un jargon d'immigration. On a essayé de démystifier ça un petit peu pour vous avec des questions qui reviennent souvent, mais on fait vraiment beaucoup d'efforts pour la mettre à jour également. Donc, vous allez voir en bas de la page de cette foire aux questions, quand est-ce qu'on a mis la mise à jour. Donc, on essaie de s'adapter par rapport aux lois qui changent là, très, très souvent dernièrement. Donc, ça, c'était par rapport au refus. Qu'est-ce que j'ai besoin pour venir au Canada en tant qu'étudiant international? Donc, encore une fois, il faut se référer à la fois aux questions, donc dépendamment si vous êtes nouvellement admis ou un étudiant qui revient, mais bon, cette séance est pour les étudiants nouvellement admis. Il y a les restrictions de quarantaine, ma collègue va en parler tout à l'heure, mais ça dépend vraiment si vous êtes entièrement vacciné ou non. Donc, si vous êtes entièrement vacciné, vous pouvez venir. Donc, les restrictions sont pas mal assouplies. Donc, vous devez avoir une autorisation de venir avec une lettre d'introduction qui montre que votre permis d'études a été prouvé, ou bien vous devez avoir un visa. Et puis, vous devez fréquenter un établissement d'enseignement désigné, ce qui est le cas de toute façon pour l'Université d'Ottawa. Après le 15 janvier, si vous n'êtes pas entièrement vacciné, vous ne pouvez pas venir. Et puis, la définition de entièrement vacciné, elle est pas mal définie, puis ma collègue va en parler tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, c'est le moment de venir. Là, il faut venir le 14 janvier ou bien avant. Le 15 janvier, c'est la date butoir. Là, après ça, il faut trouver un moyen pour être vacciné selon les normes du Canada. Quand est-ce que je dois venir voyager au Canada? Donc, ça, c'est très important de se rappeler, c'est une décision personnelle. L'Université d'Ottawa a fait, je dirais, son effort pour accommoder avec cette situation de pandémie. Les études sont presque entièrement disponibles en ligne, à quelques exceptions. Il faut valider avec votre faculté. Mais jusque tout le trimestre d'hiver 2022 devrait être disponible pour vous en ligne. Mais, comme je vous ai dit, le but, c'est de venir ici dès que c'est sécuritaire pour vous de voyager. En tant que conseiller, je vous dis venez, mais en même temps, ça se peut que chez vous, ça soit plus sécuritaire que chez nous. Donc, c'est une décision qui vous revient réellement. Quand est-ce que je dois venir ici? Donc, il faut faire la demande également à l'extérieur du Canada.
Donc, dès que possible, à partir de chez vous. Et puis, de grâce, ne venez pas si vous n'avez pas une demande approuvée. Donc, je ne veux pas vous voir ici avec juste un statut visiteur parce que exactement, être ici avec statut visiteur, même les études en ligne ne seraient pas autorisées. Donc, c'est mieux de rester à l'extérieur pour pouvoir avoir l'option d'étudier en ligne si vous voulez le faire. Donc, venez quand tout est approuvé. Il y a, à part IRCC, qui est le ministère qui est responsable de l'immigration, des séjours temporaires et puis permanents des étrangers. Il y a l'Agence des services frontaliers, en d'autres mots, la police aux frontières, qui contrôle qui peut rentrer, qui ne doit pas rentrer. Et dernièrement, ils ont des mesures de facilitation pour les arrivées des étudiants internationaux, mais il faut justifier pourquoi vous venez. Donc, si vous venez maintenant en décembre parce que là, il n'y a pas assez de vols pour la rentrée, en tout cas pour ne pas arriver tard en janvier. Donc, si vous pouvez expliquer ça aux douaniers, aux agents frontaliers, ils vont vous laisser rentrer. Mais c'est à eux que ça revient le dernier mot de vous admettre ou non. Même avec un visa approuvé, il va y avoir des fois des refoulements à la frontière. C'est un État fédéral et puis là, il y a une bonne délégation de pouvoir qui revient à l'agent. Donc, il faut être poli, il faut être bien préparé. Puis, on est là pour vous aider, pour bien arriver à avoir les documentations nécessaires, que ce soit pour la quarantaine ou bien pour l'immigration. Donc, on va passer à la page suivante. Si vous devez être sur le campus le trimestre prochain, donc on a fait une petite vidéo, puis le lien il est là, comment faire une demande de traitement urgent. Puis en fait, il faut avoir des raisons, donc c'est pas juste je commence, donc le plus possible des preuves à l'appui. Il n'y a pas assez de vols, je dois être ici parce que j'ai un laboratoire en personne. Expliquer, documenter et puis faites la demande. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes, ça se regarde très bien. Et puis, envoyez une demande avec le formulaire web à IRCC. Il n'y a pas de garantie qu'ils vont vous répondre, mais au moins faites l'effort. Et puis, très important, il n'y a pas d'effet négatif de faire une demande. Donc, tant que vous le faites et puis que ça ne change pas vraiment la situation de la demande elle-même, il n'y a pas d'éléments qui vont contredire ce que vous avez fait dans la demande initiale. Tout ce que vous devez démontrer dans la demande de traitement urgent, c'est l'urgence. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre 2-3 mois encore là? Pourquoi vous priorisez vous plutôt que d'autres étudiants? Puis, encore une fois, les études en ligne sont là pour vous. IRCC est au courant que nous, on offre ces services-là en ligne. Donc, vous ne pouvez pas juste dire, je vais étudier en ligne. Mais si les études en ligne sont difficiles à partir de chez vous, le décalage horaire, la connexion, la qualité de l'Internet, la pluie, j'en ai entendu de toutes sortes de raisons. Puis je vous crois, là, comme je pense que vraiment, on est chanceux ici d'avoir une stabilité par rapport au réseau. Mais peu importe la raison, et tant qu'elle est crédible et puis qu'on peut la valider, vous pouvez le faire. Donc, juste le fuseau horaire, là, ça peut être une des raisons pourquoi vous devez être ici. Voilà. Puis, je passe le micro à ma collègue. Merci. Alors, bonjour, mon nom est Jacqueline Eyang. Je travaille pour la quarantaine et j'aide aussi pour le RAMU. Alors, pour la quarantaine aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, les règles de la quarantaine et de voyage changent beaucoup en ce moment. On ne sait plus trop sur quel pied danser. On vous demande de faire vos plans de quarantaine, mais soyez prêts à les changer quand c'est nécessaire. Chaque personne qui vient au Canada doit présenter un plan de quarantaine qui est une exigence du gouvernement du Canada. C'est pourquoi nous vous demandons d'enregistrer votre plan de quarantaine auprès de l'université parce qu'on sera capable de vous aider, notamment en vous fournissant une lettre d'appui au voyage et vous fournissant aussi des forfaits de quarantaine. Donc, vous pouvez choisir parmi le forfait de quarantaine de l'Université d'Ottawa, qui est généralement avec les suites hôtels,
Et en ce moment, le plan de quarantaine fourni par l'université est disponible en ligne, mais on travaille très fort pour offrir de bons forfaits aux étudiants et le site sera disponible à nouveau sous peu. Vous pouvez aussi, quand vous choisissez de faire votre plan de quarantaine, fournir un plan de quarantaine privé, soit dans un appartement, dans une chambre privée, dans une maison. Si c'est de la famille qui vous reçoit, vous avez tout à fait le droit de faire un plan de quarantaine tout en autant que vous ayez une chambre privée et qu'il n'y ait pas de contact avec les personnes avec lesquelles vous partagez la maison. Le lien pour planifier votre quarantaine sera mis dans le chat pour référence tout à l'heure. Donc, lorsque vous enregistrez votre plan de quarantaine sur le site de l'université, vous recevez votre lettre d'appui au voyage que vous pouvez présenter à la compagnie aérienne quand c'est nécessaire. Et il est établi que pour entrer au Canada, il faut être entièrement vacciné ou pour ceux qui ne sont pas vaccinés encore, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour entrer au Canada. Après ça, seulement les personnes entièrement vaccinées seront permises d'entrer au Canada. Être entièrement vacciné, ça consiste à quoi? Avoir 2 doses d'un vaccin, soit une combinaison une dose d'un vaccin, de chaque vaccin reconnu, donc soit si c'est des vaccins reconnus par Santé Canada ou les vaccins maintenant reconnus par l'OMS, ou bien une dose complète du Johnson & Johnson. Donc là, on a juste besoin d'une dose. Pour les autres vaccins, c'est 2 doses à chaque fois ou un mélange d'un ou d'un autre vaccin. Donc, il existe de nouvelles exigences pour les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, qui ont séjourné dans un pays autre que le Canada et les États-Unis au cours des 14 derniers jours, des 14 jours précédant leur voyage au Canada. Donc, vous avez besoin d'avoir un test PCR valide de 72 heures ou bien d'un résultat COVID positif qui date de 180 jours. Vous devez toujours partager les détails de vaccination et le plan de quarantaine dans l'application ArriveCan. Depuis la semaine dernière, il y a des chances que vous soyez testé à l'aéroport ou vous atterrissez pour la première fois au Canada, ou bien s'il n'y a pas assez de place pour les tests à l'aéroport, vous pouvez peut-être avoir une trousse de tests à emporter. Si vous êtes sélectionné pour un test à l'arrivée, vous devez vous mettre en quarantaine à votre destination finale jusqu'à ce que vous receviez un résultat de test négatif. Donc, ça prend généralement de 1 à 2 jours pour obtenir un test après votre arrivée au Canada. Mais il faudrait être prêt à faire face à des délais si vous emportez un test à la maison, auquel cas c'est un peu plus délicat de faire le test. Vous devez le faire devant une infirmière et attendre un service de courrier qui vient de reprendre le test. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être prêt à accorder quelques jours de plus à votre arrivée au Canada pour être en quarantaine. Vous pouvez quitter la quarantaine dès que vous avez les résultats de vos tests. Et bon, on va dire que sur la base de notre expérience, les résultats doivent être disponibles dans les 1 à 3 jours suivant le test. Nous, l'équipe de quarantaine, nous sommes là. Si vous avez besoin d'aide, nous serons là pour vous aider pour passer à travers toutes ces étapes-là. Pour les étudiants non vaccinés, ça va être encore les mêmes étapes que les étudiants pleinement vaccinés, sauf qu'il faut rajouter pour les non vaccinés une quarantaine de 14 jours. Celle-là est obligatoire. Vous serez testé à l'aéroport où vous atterrissez pour la première fois au Canada. Et lorsque vous devez prendre un vol de correspondance, le vol de correspondance, le délai du vol doit être dans les 24 heures suivant l'arrivée, l'heure de votre arrivée et puis le départ pour Ottawa, ça doit se situer dans 24 heures. Vous pouvez continuer vers votre destination finale en utilisant le même test que vous avez utilisé à votre entrée au Canada, mais le délai doit être dans les 24 heures.
Et il vous sera également demandé de faire un test le jour 8. Et nous avons eu quelquefois des soucis avec le test du jour 8 parce qu'il y a des délais. Et donc, la quarantaine peut être prolongée si vous n'avez pas les résultats dans les 14 jours. Donc, après votre quarantaine, vous avez la possibilité de vous faire vacciner. Donc, ça va être avec le registraire. Ils vont vous donner toutes les étapes à suivre pour pouvoir avoir accès au campus. Donc, il faut noter que pour la quarantaine, vous êtes responsable de payer les frais de votre quarantaine. Et comme je le disais plus tôt, nous vous recommandons de prévoir des jours supplémentaires au cas où il y aurait des délais pour les résultats du test 8 et que vous devriez rester encore à l'hôtel ou bien dans votre lieu de quarantaine. La quarantaine ne peut en aucun cas être effectuée en résidence universitaire. Il faut vraiment dissocier. Quand vous devez rentrer en résidence, il faut que vous soyez pleinement vacciné pour avoir accès à la résidence universitaire. Donc, quand vous planifiez votre quarantaine, elle est complètement à l'extérieur de la résidence. Si vous n'avez pas un lieu pour passer votre quarantaine, vous pouvez réserver le plan de quarantaine de l'université qui se passe à l'hôtel Les Suites pour le moment. Et comme je disais plus tôt aussi, notre équipe est là pour vous si vous avez de la difficulté pendant votre quarantaine. Donc, l'université a mis en place un outil de déclaration du statut vaccinal de toute personne qui désire se rendre au campus. Nous vous recommandons donc, dès la fin de la quarantaine ou avant la fin de votre quarantaine, de remplir la déclaration de vaccination contre la COVID et de suivre les instructions qui vous seront données. Si vous avez des raisons médicales ou non, ou d'autres raisons, vous pouvez toujours demander un accommodement pour éviter de vous faire vacciner. Mais ça, c'est le bureau du registraire qui décidera qui peut être ou non accepté, s'ils acceptent ou non les raisons que vous allez fournir. Donc, pour rentrer dans le campus, vous devez obligatoirement vous faire vacciner. Donc, vous suivrez toutes les étapes. Tout est vraiment clair dès que vous êtes en contact avec le registraire, on vous dira quoi faire et comment faire pour vous faire vacciner. Et une fois que vous êtes vacciné, votre preuve vaccinale peut servir à beaucoup de choses parce qu'il y a de nouvelles mesures pour toute personne vivant au Canada, pour l'accès au restaurant, au bar ou à des événements, d'avoir leur preuve vaccinale. Mais tout cela vous sera expliqué au fur et à mesure. C'était tout pour moi. Merci. Merci, Jackie. Donc, je vais inviter notre collègue Laura pour parler du RAMU. Tu es sur mute, Laura. Voilà. Je pensais que j'avais cliqué. Bonjour, alors moi c'est Laura, je vais vous parler de votre protection sous sorte d'assurance universitaire qui sont en fait obligatoires et qui sont aussi, c'est-à-dire vous êtes inscrit sous ces deux types d'assurance automatiquement par l'université une fois que vous êtes étudiant international inscrit à l'Université d'Ottawa. Donc, voyons voir, c'est quoi ces deux sortes d'assurance. Alors, la première, c'est RAMU, c'est l'acronyme pour régime d'assurance maladie universitaire. Et c'est une assurance de base très principale parce que c'est une assurance qui est l'équivalent en fait de l'assurance provinciale au Canada. Donc, elle va vous couvrir pour vos visites chez le médecin et pour votre hospitalisation, si vous arrive quelque chose, un accident ou quoi, bon, vous êtes couvert, vous êtes protégé par cette assurance. C'est une assurance pour tous les étudiants en premier et deuxième cycle. Elle est gérée par notre assureur Sun Life, la financière Sun Life.
Et pour toute question concernant cette assurance, c'est notre bureau international qui va vous répondre à vos questions concernant le RAMU. Donc, la plupart de questions concernant cette assurance, on va vous répondre au bureau international. Donc, pour ce qui est de la deuxième sorte d'assurance universitaire aussi, qui est aussi obligatoire, c'est une assurance qu'on appelle privée et c'est une assurance additionnelle, supplémentaire, qui va vous couvrir pour vos médicaments, pour vos visites chez le dentiste et aussi pour toute question de la vision, donc les visites chez l'optométriste et encore plus. Donc, c'est une assurance on peut dire qu'il y a pour deux sortes d'étudiants. Donc, pour les étudiants du premier cycle, c'est régi par Student Care, donc c'est géré par Student Care et il faut s'adresser au syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa pour toute question concernant cette assurance additionnelle. Pour les étudiants de cycle supérieur, c'est plutôt Green Shield, donc c'est géré par Morneau-Shepell et c'est l'association des étudiants diplômés qui va prendre en charge vos questions concernant cette assurance additionnelle. Bon, maintenant, comme j'ai dit, c'est une assurance, les deux assurances sont obligatoires et vous êtes inscrit à ces assurances automatiquement en tant qu'étudiant international à l'Université d'Ottawa. Puis, vous allez voir, parce que vous payez des frais scolaires, d'habitude. Donc, vous allez voir aussi sur votre état de compte universitaire, vos frais scolaires, mais vous allez voir séparément vos frais d'assurance, que ce soit l'assurance RAMU ou les assurances additionnelles. Donc, vous allez voir séparément, c'est très clair et ça va être clair dans l'état de compte avec les montants inscrits séparément des frais scolaires. Maintenant, si vous venez au Canada en tant qu'étudiant international, mais que vous êtes accompagné aussi par un dépendant, que ce soit votre conjoint ou un enfant ou des enfants, eh bien, les conjoints et les enfants des étudiants doivent aussi s'inscrire, et ceci dès leur arrivée au Canada. Dès leur arrivée, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 30 jours pour réclamer leur présence au Canada et pour les ajouter à votre assurance universitaire. Puisque après 30 jours, si un délai de 30 jours est écoulé, vous allez devoir payer 500 $ de plus par personne, ce qui est très cher pour une inscription tardive. Et ces frais peuvent s'accumuler et doivent être très élevés pour vous. Donc, faites attention quand vous êtes accompagné par un dépendant ou des dépendants, de s'assurer que vous allez nous mentionner que vous devez ajouter vos dépendants à votre assurance universitaire pour éviter de payer des frais tardifs. Maintenant, si l'assurance, comme j'ai dit, sur votre état de compte, vous allez voir les frais scolaires, vous allez voir séparément les frais pour les assurances. Si vous ne les voyez pas, si vous regardez votre état de compte, mais vous ne voyez pas les frais pour l'assurance, alors dans ce cas, il faut contacter notre bureau international pour pouvoir vous ajouter votre protection parce que c'est dans votre responsabilité de vous assurer que vous êtes bien couvert par cette assurance. Maintenant, une fois que vous êtes couvert, la question est à savoir comment vous allez obtenir votre carte. Donc, la carte d'assurance. Donc, cette carte d'assurance va être envoyée par notre assureur Sun Life en format PDF à votre courriel universitaire. Et ceci, ça va être dans un délai approximatif de 10 jours ouvrables surtout après votre paiement de l'assurance. Donc, vous allez devoir payer l'assurance d'abord et par la suite, vous allez attendre à peu près 10 jours pour recevoir la carte par courriel, comme j'ai dit, en format PDF par votre assureur, par notre assureur Sun Life. Et ceci après le 1er janvier pour ceux qui sont admis en hiver. Maintenant, quand est-ce que la question est à savoir quand est-ce que la couverture débute? Donc, votre couverture pour l'hiver est déjà débutée depuis le 10e jour
du mois de décembre. Donc, 10 décembre, vous êtes déjà couvert si vous êtes au Canada. Donc, oui, le début de la couverture, c'est le 10e jour du mois avant le début du trimestre. Donc, c'est le 10 décembre pour le trimestre d'hiver. Mais il faut être au Canada pour profiter de cette couverture. Maintenant, la question aussi est à savoir si vous étudiez en dehors, à l'extérieur du Canada, mais en ligne. Donc, si vous êtes inscrit à l'Université d'Ottawa, mais en ligne et vous étudiez à l'extérieur du Canada, dans ce cas, vous pouvez renoncer à votre assurance de santé universitaire. Donc, oui, vous êtes éligible à une renonciation à la RAMU, mais il faut payer tous les frais avant la date limite et il faut attendre de recevoir un courriel avec tous les détails concernant cette renonciation et les instructions durant le trimestre d'hiver. On va vous envoyer ça. Alors, la question, comment puis-je prouver que j'ai une couverture santé pour voyager au Canada? Donc, notre équipe quarantaine au bureau international vous envoie une lettre d'appui au voyage. Et dans cette lettre-là, il est écrit que vous êtes couvert, vous avez une couverture santé, donc vous êtes couvert par l'assurance santé universitaire. Si vous avez d'autres questions ou pour avoir plus d'autres informations, on a plusieurs sur les sites Internet, on a beaucoup d'informations là-dessus. On a des webinaires, sur YouTube, vous pouvez voir aussi comment avoir accès au régime d'assurance maladie universitaire. Et vous avez plusieurs vidéos et de l'information écrite concernant comment ajouter vos dépendants, comment adhérer à cette assurance, à ces deux assurances, et comment aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert par l'assurance, etc. Alors, c'est tout pour moi. Je vais passer le micro à Nathalie, puis je vais vous répondre si vous avez des questions sur le RAMU à la fin, pendant la période de questions. Merci. Merci, Laura. Donc, c'est ça. N'hésitez pas de commencer à poser vos questions, puis on va éventuellement y répondre. Bon, on va répondre à vos questions suite à cette dernière partie. Donc, rapido, les prochaines étapes dont vous allez devoir vous occuper en ce moment, c'est les droits universitaires. Donc, les droits de scolarité sont les mêmes que dans les 2 dernières années. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Les frais accessoires, c'est la même chose pour tous les étudiants, mais ils ont augmenté de moins de 1% là, pour essayer de rester avec l'inflation, qui n'est pas le cas. Et ensuite, si jamais vous voulez estimer vos frais, parce qu'en ce moment, ça se peut que votre relevé de compte complet n'est pas encore disponible. Donc, par exemple, ceux qui vont peut-être faire demande avec le VDE ou vous voulez juste faire un budget, etc., il y a l'outil du calculateur des droits. Donc, vous remplissez les questions, vous voyez c'est quoi l'idée des frais là, pour le prochain trimestre et c'est par trimestre que vous allez payer. Mais ce n'est pas le montant officiel et final. Le montant officiel et final, ça va être dans votre relevé de compte lorsque vous recevez le courriel qui dit que vous avez reçu vos frais dans votre relevé de compte, allez voir le montant que vous devez payer. Quand on paye les droits de scolarité, donc j'ai vu la question dans le chat tantôt, la date limite, c'est le 4 février 2022 pour le trimestre d'hiver. Et normalement, c'est disponible environ 1 mois avant le début de chaque trimestre, mais je sais qu'il y a encore des frais qui s'ajoutent à votre compte en ce moment. Donc, attendez vraiment le courriel qui dit « OK, votre relevé de compte est prêt ». Et ensuite, vous allez voir c'est quoi le montant final. Donc, parfois, il y a des frais qui s'ajoutent, ensuite les bourses s'ajoutent après, il y a d'autres frais qui s'ajoutent après. Donc, ça prend un peu de temps pour que tous les frais apparaissent et que ce soit comme le montant final, même si vous voyez peut-être quelques montants déjà sur votre compte. Donc, entre la réception du relevé de compte et la date limite de paiement, c'est là que vous devez payer les droits de scolarité. Mais je vous suggère de ne pas attendre jusqu'au 4 février parce que parfois, les étudiants ont des petits défis. Donc, faites-le un peu plus tôt. Donc, de cette façon-là, vous avez l'opportunité d'essayer de poser des questions. Si jamais vous avez des défis, on peut vous appuyer. Et là, vous évitez les frais de retard et l'intérêt aussi. Et même chose, donc pour le VDE, je l'ai mentionné, vous devez avoir une preuve de paiement. Donc, il y a un courriel qui a été envoyé aux étudiants de ces pays-là. Si jamais vous avez des questions, vous ne trouvez pas le courriel,
vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez communiquer avec le Bureau international et on pourra vous donner un complément d'information. Les modes de paiement, donc si vous payez avec un compte bancaire de l'international, donc en dehors du Canada, vous avez deux options, donc le service de paiement destiné aux étudiants étrangers CIBC ou le paiement interbancaire électronique Western Union Solutions d'affaires. C'est très long comme titre. Donc, c'est ça les deux options que vous avez. Le défi le plus commun dont on observe, c'est l'étudiant va aller à la succursale Western Union directement pour payer. Donc, ce n'est pas à Western Union. Vous allez télécharger le PDF et aller à votre banque. Et c'est votre banque qui va transférer l'argent par l'intermédiaire de Western Union. Donc, c'est l'erreur la plus commune et le défi qu'on voit le plus souvent, là. Donc, sur le site web des comptes étudiants, vous pouvez voir toutes les options. Donc, si vous payez d'un compte bancaire canadien, il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Donc, payer de votre banque en ligne en personne, un chèque, etc. Et sur le site, il y a aussi des PDF qui expliquent les étapes en détail également, juste pour que vous ayez tous les détails pour la première fois, parce que ça peut être un peu difficile, Western Union et CIBC, la première fois. Ensuite, les prochaines étapes, c'est compléter les tâches essentielles, donc dépendamment où vous êtes rendu dans votre cheminement. Et si vous venez sur le campus ou vous restez chez vous, il y a les différentes étapes que vous allez accomplir. Et on a aussi créé une liste de contrôle qui est spécifique aux étudiants internationaux parce que vous avez quelques étapes de plus peut-être qu'un étudiant canadien. Et on a aussi à peu près une quarantaine de webinaires qui ont été enregistrés en septembre, qui sont encore valides pour janvier. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir quelques des webinaires. Donc, celui sur le RAMU, c'est le changement d'un nouveau pays, l'adaptation culturelle, etc. Il y a aussi comment utiliser les outils technologiques en ligne. C'est quoi la culture académique au Canada? Donc, il y a plein de webinaires dont vous pourrez bénéficier en ligne en suivant le lien qu'on a mis dans la présentation. L'inscription au cours est déjà ouverte depuis le printemps. Donc, vous pouvez vous inscrire au cours 72 heures après l'obtention de votre offre d'admission. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez le faire le plus tôt possible parce que les cours se remplissent déjà. Donc, c'est vraiment important de regarder ça en ce moment. Et si jamais vous avez des questions techniques ou des petites questions, les mentors internationaux peuvent vous appuyer. Donc, mentor.io@uottawa.ca. Mais si jamais vous avez des questions vraiment détaillées, vous ne pouvez pas respecter votre séquence de cours, vous devez dévier un peu, vous avez des idées, vous avez des questions, à ce moment-là, ça serait plutôt avec votre faculté au premier cycle ou votre unité scolaire au cycle supérieur. Il y a aussi des activités d'accueil divers, donc il y en a en personne, en ligne, dépendamment d'où vous allez étudier. Donc, du 10 au 14 janvier, on a plein d'activités, plein d'événements. Donc, pour les étudiants internationaux en particulier, c'est le rassemblement international. On va avoir du chocolat chaud, je pense du tir sur la neige. Donc, il y a plein de choses qui se passent sur la pelouse de Taparet. Et on va aussi organiser d'autres événements en ligne tout au long du trimestre d'hiver et en personne également. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Mais je voulais aussi parler du nouveau groupe MS Teams. Donc, on a débuté en mai avec les gens qui sont arrivés en septembre et on va ajouter les étudiants qui arrivent en janvier. Donc, vous aurez l'opportunité de faire du réseautage avec les étudiants qui étudient déjà, qui sont déjà au Canada, leur poser des questions, c'est quoi les choses à éviter, c'est quoi leur regret, d'essayer de bénéficier un peu de leur expérience. Donc, les nouveaux groupes MS Teams, il y en a un pour le premier cycle et l'autre pour les cycles supérieurs. Donc, on essaie de séparer par ces deux réalités différentes. Mais si vous n'avez pas encore joint le groupe, je vous le suggère fortement. Donc, ça conclut les infos qu'on voulait vous partager. Là, on aimerait plutôt prendre vos questions. Donc, si les panélistes peuvent nous rejoindre. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions dans le document. Donc, je pense qu'on peut commencer avec l'immigration, si Ali est là. Notre expert. Salut, Ali. Donc, en fait, j'ai une question intéressante. Donc, j'aimerais savoir combien de temps le permis d'études peut être conservé à l'aéroport. Conservé à l'aéroport. Je ne comprends pas la question.
mais si vous pouvez élaborer là-dessus. Ali, le micro est très bas. Je ne sais pas si tu es loin ou c'est pas branché. Désolé. Là, c'est mieux comme ça? Oui, merci. Parfait. Oui, c'est les gadgets. Le permis d'études, vous l'obtenez en main propre à l'arrivée à l'aéroport. Ça arrive des fois, ça arrive dans des cas rares que l'agent des services frontaliers ne peut pas imprimer le permis sur place et puis il va vous laisser entrer sur le territoire. Et dans ce cas-là, ils vont vous l'envoyer par la poste. Mais je ne comprends pas vraiment le sens de la question. Conserver dans quel sens? Parce que le permis vous appartient, le permis vous est donné en main propre et vous sortez de l'aéroport avec le permis. En fait, si vous ne sortez pas de l'aéroport avec le permis, restez dans l'aéroport et exigez de l'avoir, à moins qu'il y ait une promesse qu'on va vous l'acheminer à une adresse canadienne. Donc, en fait, Marie-Paul a ajouté à sa question, donc ma question a rapport avec un retard à l'arrivée. OK. Donc, si votre demande, je comprends beaucoup mieux maintenant, si la demande de permis d'études est approuvée, donc vous allez recevoir une lettre qui s'appelle une lettre d'introduction, donc qui dit votre demande a été approuvée, voilà la durée du permis de telle date à telle date, et puis c'est un permis d'études et puis les numéros qui viennent avec. Donc, avec cette lettre-là, vous pouvez venir techniquement en tout temps durant la validité du séjour, la validité du permis d'études. Mais il y a d'autres répercussions. Si vous avez fait un examen médical durant le processus de permis d'études, l'examen médical doit être valide pendant 12 mois. Donc, ne tardez pas beaucoup. S'il y a des retards, consultez-nous, consultez les FAQ, mais réellement, tant que la demande est en tout cas durant la validité du permis d'études, vous pouvez venir en tout temps. Merci. Donc, j'ai une autre question au sujet du permis d'études. Question concernant la preuve de travail pendant les études. La lettre d'admission suffira-t-elle, sachant que je suis admise au bac en génie logiciel à régime coopératif obligatoire? Donc, pour les étudiants qui ont un placement coop, est-ce que l'offre d'admission est suffisante pour faire une demande de permis d'études et un permis de travail coop en même temps? Oui, oui. Donc, moi, ce que je demande aux étudiants de faire, c'est de téléverser de nouveau la lettre d'admission, de surligner la section où ça dit c'est un programme coop. C'est le nom même du programme, ça va dire coop à côté du nom du programme. Et puis, juste téléverser, puis une petite lettre explicative. Donc, ça joue le rôle de preuve que vous êtes dans un programme coop. Merci. Donc, j'ai une dernière question d'immigration. J'ai reçu un courriel me disant que j'avais reçu un message dans mon compte IRCC, mais le message, lui, ne s'affiche pas dans mon compte. Il est clairement écrit « Vous n'avez aucun message dans votre compte ». Donc, je pense que c'est un problème technique. C'est possible, je ne pourrais pas commenter là-dessus, mais ça se peut aussi que ce soit un ancien message, c'est-à-dire vous avez vu le message et puis la notification, elle est venue après que vous avez déjà visionné le message, mais je ne pourrais pas commenter, il faudra que je le voie moi-même. OK, merci Ali. C'est à la quarantaine. C'est vrai, c'est un problème technique, donc c'est un peu difficile juste comme ça. Donc, Jackie, quarantaine. Oui. Bonjour. Une fois que l'étudiant a déjà reçu sa dose de vaccin, est-ce nécessaire de planifier une quarantaine? Oui, le plan quarantaine pour entrer au Canada est obligatoire, qu'on soit vacciné ou non, parce que c'est ce que le gouvernement veut savoir qui arrive au Canada et sous quelles conditions les personnes arrivent au Canada, si les personnes sont pleinement vaccinées ou non. Mm-hmm. Donc, le plan est nécessaire, mais c'est pas parfois ils vont être exemptés à l'arrivée, c'est ça? Ils exemptent à l'arrivée, mais même ça, c'est pas sous notre contrôle. C'est vraiment l'agent au service frontalier qui décide si une personne est exemptée ou non. C'est ça. Mais le plan comme tel, c'est obligatoire pour tous.
Le plan comme tel est obligatoire. Même étant vacciné dans notre pays de provenance, nous sommes obligés de prendre un vaccin canadien. Non. Non, vous n'êtes pas obligé de prendre un vaccin canadien en autant que votre vaccin que vous avez pris est un vaccin qui est reconnu au Canada. Pour le moment, on a 7 vaccins qui sont reconnus. On a le vaccin Pfizer, on a Moderna, on a AstraZeneca avec Covishield, et puis on a Johnson & Johnson. Et depuis la fin novembre, on a Covaxin, Sinopharm et Sinovac qui sont acceptés au Canada. Donc, si vos vaccins que vous avez pris font partie de cette liste-là, vous pouvez être considéré comme pleinement vacciné. Mais si elle ne fait pas partie de cette liste-là, si votre vaccin ne fait pas partie de cette liste-là, vous avez jusqu'au 15 janvier pour arriver au Canada. Mm-hmm. Suis-je obligée de présenter un justificatif d'assurance à l'aéroport pour pouvoir entrer au Canada? Jusqu'ici, on n'a pas entendu parler qu'on demandait une assurance. C'est sûr que quand on voyage, une assurance de voyage est toujours nécessaire et elle peut être demandée par des compagnies des compagnies d'avion ou je ne sais pas, mais en étant l'assurance maladie, on vous demande de prendre une assurance de voyage privée qui vous permet, en cas de pépin pendant le voyage, d'être couvert. Mais à l'aéroport, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous, on vous fournit une lettre d'appui au voyage. Celle-là est demandée à l'aéroport et elle donne les raisons pour lesquelles vous venez au Canada. Mm-hmm. C'est ça, ça dépend de la ligne aérienne. Je sais que Air Bruxelles et Air France sont un peu plus strictes, Qatar aussi que d'autres lignes aériennes. Donc, vous pouvez vérifier auprès de la ligne aérienne avec qui vous avez réservé votre vol, c'est quoi leurs critères spécifiques, parce que c'est impossible pour nous de savoir c'est quoi les critères spécifiques pour chaque ligne aérienne. Ça change souvent aussi. Donc, vous avez une assurance lorsque vous arrivez au Canada. Mais si c'est nécessaire, vous pouvez acheter une assurance de voyage afin d'arriver au Canada. Et je sais que vous avez une assurance de voyage via votre association étudiante, mais je ne suis pas certaine que votre première arrivée, votre premier voyage est couvert. Donc, vous devez communiquer avec votre association étudiante pour voir c'est quoi la couverture de l'assurance maladie additionnelle, donc assurance santé et dentaire. Donc, premier cycle, Student Care, cycle supérieur, ça serait avec la GESAD. Donc, Jackie, d'autres questions par rapport au vaccin. Pour mon cas, j'ai eu ma deuxième dose le 28 septembre. Si je fais un test PCR positif, est-ce que je dois passer par la quarantaine? La quarantaine est obligatoire. Le test PCR positif vous permet de ne pas avoir à présenter un test PCR négatif lorsque vous voyagez. Mm-hmm. Ça n'empêche pas la... Non, pas... OK, je m'excuse. C'est ça, ça n'a pas un rapport avec la quarantaine d'avoir un test PCR positif. Si vous avez votre deuxième dose et que c'est prouvé que vous êtes entièrement vacciné, vous ne devrez pas passer par la quarantaine. Mais si le test PCR est positif, est-ce que l'étudiant peut voyager ou non? Oui, il peut voyager avec un test PCR. C'est le test PCR. Quand vous avez un test PCR, ce n'est pas positif, c'est dans les 180 jours de votre voyage, mais il faut que ce soit quand même dans les 14 jours que votre test a été positif, les 14 derniers jours avant votre voyage, pour prouver que vous avez fait votre quarantaine de 14 jours dès que vous avez été testé positif. C'est lorsque vous êtes prêt à voyager et que vous avez eu la COVID à un moment donné dans les 180 jours avant votre voyage, que vous pouvez présenter un test PCR positif. Mais si le test PCR est positif de 3 jours,
vous ne serez accepté dans aucune compagnie aérienne, vous ne pouvez pas voyager. C'est ça. Ce qui vous permet de voyager, c'est vos tests PCR négatifs. Mais s'il y a des compagnies qui ne demandent pas de test PCR, avec un test PCR positif qui date de plus que 14 jours, vous pouvez entrer au Canada. Mais toutes les compagnies aériennes, normalement, demandent un test PCR négatif. C'est un peu plus clair. Oui, oui, merci. Je sais, c'est très mélangeant même pour nous, donc j'imagine que ça doit être très mélangeant pour les étudiants, là, puis ça change constamment. Donc, merci de votre patience parce que même pour nous, c'est constamment en changement. Dernière question, puis là, je vais passer au mentor. Aussi, est-il nécessaire d'avoir sa 3e dose? Bonne question. Si vous avez 2 doses qui sont reconnues au Canada, le Canada ne demande pas encore de 3e dose de vaccin. Seulement, vous avez une 3e dose seulement si vous avez 2 vaccins. C'est un peu délicat en ce moment parce qu'avant, on savait que s'il y a des vaccins qui sont approuvés par l'Organisation mondiale de la santé qui ne sont pas approuvés par le Canada, vous avez 2 doses de ces vaccins-là. Quand vous arrivez au Canada, vous avez besoin d'une 3e dose d'un vaccin canadien. Mais si vous avez 2 doses d'un vaccin qui est reconnu au Canada maintenant, vous n'avez pas besoin d'une 3e dose. Vous aurez besoin d'une 3e dose seulement lorsque ce sera le temps d'aller sur le campus et que certains vaccins ne sont pas reconnus par la province de l'Ontario. C'est un peu... oui, c'est très mélangeant. spécifique. C'est un peu mélangeant, mais les 3 derniers vaccins, Sinopharm, Sinovac et Covaxin, ça se peut qu'on demande une 3e dose pour avoir accès au campus. Mais là, on n'a pas encore complètement toutes les informations dessus. Mais quand l'étudiant fera sa déclaration de vaccination dans le compte Eurozone, à ce moment-là, ils vont communiquer avec vous si jamais vous devez avoir un 3e vaccin ou des filles. Donc, pour avoir accès au campus, il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous appuyer là, par rapport à ça. Donc, c'est plus le voyage dont on va parler aujourd'hui, mais pour l'accès au campus, c'est un peu moins stressant. À ce moment-là, il y a des gens qui sont là pour vous appuyer, puis c'est très clair lorsque vous remplissez les formulaires. Donc, je vais passer à une autre question, une autre section, et je vais revenir parce qu'il y a d'autres questions pour toi après, Jackie. Donc, Manal, j'ai une question très spécifique, je ne sais même pas si tu auras la réponse. Comment passer d'un cours COO à un cours CVOO? OK, donc en fait, C00 et puis CV00 sont juste des codes pour les sections des cours. Généralement, d'après ce que j'ai vu, CV, lorsque c'est CV, ça veut dire que c'est un cours qui est offert virtuellement et en présentiel. Donc, c'est un mode comme hybride ou bimodal. Cependant, comme juste si vous voulez changer de section de cours, par exemple de A00 à B00 ou de C00 à CV00, vous devez aller sur votre compte Eurozone sous l'onglet Inscription dans Applications. Vous allez voir à côté de Ajout de cours, il y a quelque chose il y a un tab qui dit Changement ou Abandon. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez d'abord ajouter la section que vous voulez prendre dans votre panier de cours, mais vous n'allez pas cliquer sur étape 2 de 3. Donc, vous n'allez pas finaliser l'inscription pour ce cours. Vous allez aller sur Changement et vous allez sélectionner le cours de la section C00. Et dans le cours que vous devez choisir, que vous voulez prendre, vous allez juste sélectionner Sélection du panier. Et là, vous faites la finalisation et ça devrait changer le cours. Si, par exemple, le cours où vous êtes inscrit maintenant, c'est un cours, comme vous avez votre place dans le cours, et le cours que vous souhaitez prendre, la section que vous souhaitez prendre est déjà remplie, vous pouvez faire le changement, mais ce qui arrive, c'est que vous allez toujours avoir votre place dans le cours, dans le premier cours, mais vous allez être dans la liste d'attente dans le deuxième cours. Si votre place se libère dans le deuxième cours,
là, on va vous enlever du premier cours et on va vous laisser dans le deuxième cours. Donc, surtout cette technique-là, je la recommande pour les étudiants qui ont des problèmes et dans les listes d'attente. Donc, ça, c'est comme un safe bet. Donc, oui, vous pouvez juste aller sur votre compte Yozen, application, sur inscription, ajouter le cours dans le panier, aller sur changement, et là, vous allez faire le changement des cours. Et c'est tout. Et Manal, si les étudiants ont des défis à comprendre comment ils peuvent vous rejoindre. Oui, donc vous pouvez nous envoyer un courriel sur mentor.io@iotalent.ca. Je pense que Camilla l'a déjà mis dans le chat. Sinon, vous pouvez même prendre des rendez-vous sur MS Teams ou sur Zoom si vous n'avez pas encore accès à MS Teams. Et là, Nathalie est en train de mentionner le site web. Vous allez voir comme prenez un rendez-vous individuel avec un mentor en consultant le calendrier disponible. Il est disponible, c'est juste qu'il est pas disponible pour cette période-là des examens parce que tous les mentors, on est des étudiants, donc on a nos examens aussi. Mais je pense que dès janvier, vous allez voir toutes les disponibilités des mentors. Et là, vous pouvez prendre des rendez-vous sur le MS Bookings directement. Pour ce moment, si vous avez besoin de prise de rendez-vous, juste envoyez-nous un courriel avec vos disponibilités. Donc, dites-nous par exemple, je suis disponible le lundi après-midi ou comme des heures spécifiques pour que nous puissions prendre le rendez-vous le plus tôt possible. Mais voilà. En plus, vous allez aussi trouver les profils des mentors. Donc, on est 10 mentors de différents pays. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec une mentor de votre pays ou même des mentors des autres pays à cause des programmes. Donc, vraiment, le bienvenu. Désolée, je suis un petit peu lente à dérouler, mais je vais aller trop rapidement et que vous ne puissiez pas rien lire. Ouais. Donc, il y a quelques mentors, malheureusement, qui vont, heureusement pour eux, malheureusement pour nous, vont recevoir leur diplôme après le trimestre d'hiver. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques gens qui vont partir et d'autres personnes qui vont arriver. Mais la majorité de nos mentors restent de l'automne à l'hiver. Donc, merci, Manal. La prochaine question, c'est au sujet des logements. Donc, un étudiant se demande comment faire demande pour un logement sur le campus. Et je pense la question, c'est est-ce qu'on cherche une fois arrivé au Canada avant et c'est un étudiant premier cycle qui aimerait vivre sur le campus? OK. Donc, présentement, pour le trimestre d'hiver 2022, d'après mes connaissances, je pense que les dates limites ont déjà passé. Donc, ils ont déjà donné les offres de logement pour les étudiants pour le trimestre d'hiver 2022. Cependant, si vous voulez appliquer pour le logement sur le campus pour l'année prochaine, donc l'automne 2022, hiver 2023, vous pouvez appliquer sur le portail de logement dès mars, donc dès le mois de mars. Je n'ai pas la date exacte en mars, mais vous allez voir ça dans les communications de l'université avec vous, sur les réseaux sociaux de l'université. Donc, ouais, juste en mars, vous allez appliquer sur votre compte Iozen, sur application, il y a portail de logement. Et là, ils vont vous demander de remplir quelle résidence que vous voulez avoir. Quel type de chambre? Est-ce que vous voulez avoir le forfait alimentaire avec la chambre? Est-ce que, par exemple, vous voulez un contrat de 4 mois, 8 mois ou 12 mois? Donc, là, c'est vraiment détaillé. Donc, oui, juste aller sur le portail de logement lorsque ça serait ouvert. Pour ce trimestre-là, si vous souhaitez vivre hors campus pour cette période, vous pouvez aller sur des sites comme kijiji.ca ou sur des groupes Facebook ou même sur le site qui s'appelle Babillard du logement. Oui, si vous pouvez le mettre dans le chat, Nathalie ou Camilla. Donc là, vous allez avoir comme toutes les offres qui sont disponibles. Cependant, ce que nous recommandons toujours, c'est de ne jamais signer un contrat avant de venir physiquement voir la chambre. Parce qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas d'arnaque, malheureusement. Mais c'est pour ça qu'on vous recommande de venir ici et signer le contrat après que vous êtes satisfait de la chambre, juste pour éviter les problèmes. Mais oui, comme vous pouvez chercher les offres dès maintenant, je pense qu'ils sont disponibles sur les groupes Facebook
ou sur les babillards du logement, mais cherchez. Si vous trouvez quelque chose, parlez avec le propriétaire, mais ne signez pas le contrat jusqu'à ce que vous venez ici. Il y a aussi des étudiants que je trouve qui prennent, par exemple, des Airbnb ou des hôtels pour une période de 2 semaines, 3 semaines et cherchent le logement en ce moment-là. Donc, ça peut être aussi une autre solution pour vous. Mais ouais. Merci, Manal. Donc, j'ai mis quelques liens dans le chat aussi. Puis, j'essaie de trouver pour la prochaine question le lien. Donc, un étudiant pose la question comment payer les frais universitaires pour une année au premier cycle. Donc, je voulais avoir ça pour t'accompagner. Merci. Donc, si vous voulez payer les frais de scolarité de l'international, il y a 2 façons pour le faire. Il y a avec Western Union ou le service de paiement destiné aux étudiants étrangers CIBC. Donc, les deux méthodes sont vraiment la même chose que vous remplissez. Donc, vous allez sur votre compte EOSN, vous allez trouver mode de paiement international dans application. Et là, dans cette application-là, vous allez remplir vos informations, donc votre nom, prénom, votre courriel, numéro d'étudiant et le montant que vous voulez payer. Dans la partie du montant, n'écrivez pas le signe de dollar. Je pense que vous ne devez pas mettre des espaces, juste un point pour indiquer, par exemple, 5800 points quelque chose. Et aussi, après que vous faites, après que vous écrivez le montant, vous cliquez sur confirmer. Là, ils vont vous diriger vers une nouvelle page, soit de Western Union, soit de CIBC. Et ils vont demander des informations sur le nom du compte bancaire où ils vont prendre l'argent, le nom de la banque que vous allez utiliser, le pays, etc. Et après que vous terminez ces étapes-là, ils vont vous donner un document PDF. Et ce document PDF, vous allez l'imprimer et l'emmener à votre banque. Donc, par exemple, je sais que beaucoup de pays ont des relations avec Western Union. Donc, vous n'allez pas faire le paiement chez Western Union. Vous allez juste prendre le document PDF et l'envoyer à votre banque. Et c'est la banque qui va enlever l'argent et l'envoyer à Western Union. Et c'est tout. C'est vraiment facile. Merci, Manal. Avec plaisir. La deuxième fois, peut-être pas la première fois. Donc, une question rapide pour local. SO, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai l'impression que c'est sans objet. Oui, c'est ça. C'est dans l'inscription en cours. Donc, généralement, si vous trouvez vous trouvez ça dans 2 cases, dans le local et dans les dates et heures. Ça veut dire que c'est un cours qui est asynchrone, ce qui veut dire que le cours est déjà pré-enregistré et tout le matériel du cours sera... C'est comme des vidéos sur YouTube, donc des vidéos vraiment enregistrées que vous allez trouver sur Brightspace, donc sur votre compte Brightspace, où vous allez trouver tous vos cours. Et vous allez étudier comme votre propre temps. Donc, si vous voulez étudier, je ne sais pas, les samedis et dimanches, faites-le. Mais ne laissez pas la matière s'accumuler. Vous allez aussi, probablement, de ce que je vois avec les cours asynchrones, il y a toujours des devoirs ou des quiz qui sont offerts chaque semaine ou chaque 2 semaines. Ça, les profs font cette manière-là pour ne pas laisser les étudiants pour ne pas s'accumuler. Donc, vous allez devoir étudier pour cette matière. C'est juste que vous n'avez pas une heure spécifique où vous devez vous connecter sur Zoom ou sur MS Teams ou venir en classe. Donc, vous allez étudier à votre propre rythme. Merci. J'ai oublié de mentionner, Manal est physiquement au centre de mentorat international dans un espace partagé. Donc, c'est pour ça qu'elle porte le masque aujourd'hui. Donc, je vais passer à Ali. Merci, Manal. Donc, j'ai quelques questions qui restent d'immigration. Donc, que faire si nous entendons une réponse de la part de l'IRCC concernant le permis d'études alors que la date d'études au trimestre auquel vous êtes admis est proche? Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune garantie que la demande va être approuvée. Puis également, il y a beaucoup de délais à cause de la pandémie. Donc, que faire? Préparez-vous, ayez un plan, ou bien vous allez vous inscrire en ligne.
si c'est possible selon votre programme. Donc, assurez-vous que ceci est faisable, comme Manel vient de l'expliquer, voir les cours et puis les modes de livraison de ces cours-là, s'il y a l'option en ligne. Donc, ça, c'est une option. Si vous voulez étudier en ligne, donc préparez-vous pour ça. Ou bien, si vous ne voulez pas étudier en ligne, il faut aviser votre faculté que vous êtes dans l'incapacité de venir et puis de voir, de différer l'admission si c'est possible, ou bien de refaire une nouvelle offre, une demande d'admission. Donc, ça dépend des programmes. Il y a des programmes vraiment contingentés, puis l'admission, elle est pour le trimestre pour lequel vous avez été admis. Donc, pour l'instant, là, on est en début décembre. J'ai vu des miracles, mais ne vous attendez pas à des miracles. Donc, vous êtes vraiment dans une situation très difficile, c'est l'attente, et puis vous ne savez pas est-ce que vous venez ou non. Moi, la manière que je fonctionne, c'est toujours d'avoir un plan B pour que quand ça vient à être exécuté, le plan est déjà bien réfléchi avec une tête froide. Je dirais, vu que le premier, en tout cas le début de la session prochaine vient très vite, organisez-vous comme si vous n'étiez pas, vous ne serez pas ici. Là. Donc, organisez-vous pour étudier en ligne ou bien carrément préparer pour faire une demande de différer l'admission ou bien faire une nouvelle admission pour une autre session, un autre trimestre. Voilà, donc je ne peux pas vous dire à étudier en ligne, c'est à vous de le décider, de le faire. Et puis, si vous voulez le faire, installez-vous, assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires pour bien étudier en ligne, parce que ce n'est pas évident, les études en ligne. Surtout dépendamment des circonstances de certains étudiants. Là. Oui, oui. Puis, c'est possible aussi de commencer d'étudier en ligne et puis de venir en cours de session, parce que la peut être approuvée en février. Et puis, à ce moment-là, vous venez, puis vous continuez vos études ici au Canada. Mm-hmm. Dernière question d'immigration. Est-ce qu'on peut soumettre la demande de permis d'études si on n'a pas encore rassemblé tous les documents requis? Justement, donc, comme je disais tout à l'heure lors de la présentation, faites la demande le plus tôt possible. Si vous avez des documents qui manquent, écrivez une note explicative pour chaque document. Et au lieu de téléverser le document, vous allez téléverser la note explicative. Il faut expliquer les démarches que vous avez faites. Donc, pour avoir le document, c'est quoi la difficulté et quand est-ce que vous anticipez de les avoir. Je vous donne un cas simple. Le bureau des passeports de votre pays ne livre plus, n'imprime plus les passeports parce que, je ne sais pas, les bureaux sont fermés à cause de la pandémie, mais ils ont pensé qu'il y a des retards de 2 mois. Documentez ça et puis écrivez ça dans votre note explicative. Mais ne retardez pas la démarche de soumission de la demande de permis d'études. Juste pour abandonner les cours, tantôt j'ai oublié d'ajouter, il y a des dates limites pour abandonner les cours avec remboursement. Donc, en fait, je vais juste mettre sur l'écran parce que je vois plusieurs questions par rapport aux dates. Là. Donc, date importante par trimestre, on sélectionne trimestre d'hiver 2022. Je fais toujours l'erreur de regarder sur 2021. C'est dans le passé. Donc, j'ai vu quelques questions. Donc, la date limite pour l'inscription au cours, c'est le dernier jour pour s'inscrire ou modifier un choix de cours. Donc, pour l'hiver, c'est le 21 janvier. Comme on a mentionné, si vous décidez d'abandonner tous les cours, la date limite avec remboursement, c'est le 4 février. La date limite sans remboursement, c'est le 25 mars. Et l'autre question que j'ai vue dans le chat, c'est quoi la date, la première date de cours? C'est le 10 janvier. 10 janvier jusqu'au 9 avril. Et ensuite, évaluation, ça serait... Oh non, désolé, les examens, c'est plus bas. Ensuite, les examens, ça serait... Mon Dieu, du 12 au 29 avril. Donc, ce site web-là, je vous suggère de le mettre dans vos favoris. Je regarde toujours au site web
pour m'assurer que je connais les dates. Et peut-être que je peux aussi inviter Manal de parler un peu de son expérience comme étudiante ayant étudié en ligne. Donc, je sais que tu étais au Maroc, tu étudiais en ligne. Donc, pour toi, c'était comment d'étudier en ligne? C'est quoi peut-être des petites astuces par rapport à ça? Oui, donc en fait, j'ai étudié l'année dernière, comme toute l'année dernière au Maroc. Il y a vraiment des avantages et des inconvénients. Donc, l'un des avantages, c'est que mes cours commençaient à 14 heures ou 15 heures. Donc, 14 heures ou 15 heures, c'était 8h30 du matin au Canada. Donc, c'était vraiment fun de ne pas se réveiller tôt le matin. Je ne suis pas le genre de personne qui aime se réveiller tôt. Et j'avais presque toute la journée pour comme go outside, comme aller faire ce que je veux. Cependant, comme mes cours finissaient vers 4 heures ou 3 heures du matin, donc j'avais des cours qui étaient dans l'horaire d'Ottawa de 19 heures à 20 heures. Cependant, moi, j'avais aucun problème parce que je reste vraiment très tard. Donc, j'avais aucun problème d'étudier à ce temps-là. Cependant, tous les cours sont enregistrés. Donc, même si, par exemple, soi-disant, si vous ne pouvez pas rester réveillé assez tard, vous pouvez juste aller dormir et vous réveiller le lendemain et vous allez trouver l'enregistrement qui est déjà prêt sur Brightspace et là, vous pouvez juste revoir l'enregistrement. Aussi, les profs sont vraiment disponibles. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris pendant le cours et que vous n'avez pas pu assister dans le cours, vous pouvez juste envoyer un courriel à votre prof, leur dire « OK, je n'ai pas compris cette partie du cours ». Il y a même il y a les horaires de bureau des profs et ces horaires-là sont vraiment spécifiés pour les étudiants. Donc, ils peuvent prendre un rendez-vous avec vous sur MS Teams ou sur Zoom et vous pouvez même partager votre écran et leur montrer exactement la partie que vous ne comprenez pas. C'était vraiment incroyable d'avoir cette opportunité surtout de partager l'écran pour avoir de bonnes explications des profs. Non, et donc, juste assurez-vous d'avoir une bonne connexion, donc un bon Wi-Fi ou la fibre optique. Ça aide vraiment avec les cours. Mais même si, par exemple, moi, dans un de mes examens finaux, j'avais un coupage d'Internet pendant un moment dans le milieu d'examen. Donc, j'étais un peu effrayée. Mais j'avais juste communiqué avec mes profs, ils m'ont donné du temps supplémentaire. Donc vraiment, même si par exemple, pire des cas, pendant les examens, vous avez quelques difficultés techniques, juste contactez les profs, ils vont trouver une solution. Donc, c'est pas comme les études en ligne à l'extérieur du Canada, c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment terrifiant, je dirais, mais c'est une expérience, surtout que premier trimestre, si vous le passez au Canada, donc vous allez avoir une idée sur les études au Canada, mais quand même rester chez vos parents. Donc, vous n'allez pas payer le loyer, vous n'allez pas payer les frais pour la nourriture. Je sais pas, vous allez avoir quand même le soutien moral de la famille tout en étudiant. euh, comme hors du Canada. Donc, je connais beaucoup de personnes qui préfèrent passer leur premier trimestre hors du Canada juste pour s'adapter un petit peu. Mais vraiment, c'est un choix personnel. Mais juste pour vous dire, comme si vous décidez ou si vous n'avez pas encore obtenu votre permis d'études, n'ayez pas peur des études en ligne à l'extérieur du Canada, comme je les ai bien aimées. Mais oui, quand même, bonne chance pour le permis d'études. Donc, oui, c'est ça. Et merci, Nathalie. Merci, Mana. C'est ça, c'est vraiment un choix personnel. Il y a des étudiants qui préfèrent et il y a d'autres étudiants qui n'aiment vraiment pas ça. Donc, voir comment vous allez passer cette expérience-là. Mais comme Mana l'a dit, il y a plusieurs ressources, plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche aussi. Et si vous avez des grandes inquiétudes, comme prenez rendez-vous avec un mentor, ils vont vous parler de leur expérience ayant étudié eux-mêmes en ligne également. Donc, si je peux ajouter rapidement par rapport aux études en ligne, c'est qu'après la date d'abandon des cours, il y a 2 dates, comme tu as dit, Nathalie, donc la date avec remboursement total et puis la deuxième date sans remboursement. C'est des dates vraiment strictes. Donc, après ces dates-là, vous devez payer pour ces cours-là. Donc, il y a une obligation financière et ce, même si le visa est refusé. Donc, certains étudiants vont arrêter le processus d'immigration, le processus de visa, mais vous allez
uniquement obtenir des crédits universitaires si le visa est refusé et que vous ne faites pas d'autres demandes de visa. Oui, merci pour spécifier parce que c'est parfois pas compris par tous les étudiants, là, donc de s'assurer de partager ces points importants-là. Donc, Jackie, je reviens vers toi. D'autres questions par rapport à la vaccination? Donc, j'ai reçu les 2 doses. J'ai compris que je devrais faire un test à l'arrivée. Si je fais le test à Montréal, suis-je obligée de rester à Montréal pour l'attente des résultats? Non, je vous ai partagé les nouvelles directives que nous avons reçues de l'immigration. Nathalie, je ne sais pas si tu es capable de prendre ça sur le chat. Je vais le chercher. Pour qu'on puisse le partager avec tout le monde. OK, je vais juste devoir le télécharger. Donc, je peux peut-être passer à une autre question, puis on peut y revenir. OK. Donc, si j'ai pris mes 2 doses de Pfizer, comment peux avoir une preuve de vaccination pour être utilisée au Canada? Normalement, si vous avez été dans un organisme, vous avez pris vos doses dans chez un organisme reconnu, les preuves qui vous ont été données, ce sont les preuves qui doivent être téléchargées sur ArriveCan comme preuve que vous êtes entièrement vacciné. Si vous pensez que ces preuves ne sont pas officielles, vous pouvez demander une preuve officielle auprès de l'organisme où vous avez été prendre vos vaccins dans votre pays. Parfait, merci. Donc, j'ai pu ouvrir le document si jamais tu veux l'expliquer. OK, donc les nouvelles normes pour les personnes qui arrivent au Canada, c'est quand il y a un test de dépistage à l'arrivée, on vous indique quelles sont les étapes à suivre. Mais ce qu'on retient, c'est que on peut aller directement à la maison. Il n'y a pas encore d'endroit spécifié par le gouvernement où les gens vont attendre la quarantaine, attendre les résultats du test pour des tests de dépistage à l'arrivée. Donc, dès qu'on arrive au Canada, si on passe un test à l'aéroport, on va directement à notre lieu de confinement. Et là, on s'isole pour 1, 2 ou 3 jours, dépendamment de combien de temps ça prend les examens, le résultat du test. Et c'est seulement lorsqu'on a un résultat négatif qu'on peut sortir de cette mini-quarantaine. Si il arrive que vous avez un test positif, vous êtes obligé de faire une quarantaine complète, donc de 14 jours. Je pense que, est-ce que ça répond à la question que l'étudiante avait? Je pense que oui, j'aime bien le visuel en fait. C'est beaucoup mieux parce qu'on dirait qu'il y a tellement de différentes situations. Puis là, c'est beaucoup plus clair. J'espère que c'est pour les étudiants aussi. Donc, j'ai quelques autres questions. OK, donc il y avait 2 questions par rapport au document. Donc, c'est la même réponse. Ensuite, celle-ci est un petit peu plus longue. Si on arrive au Canada d'un autre pays après j'assume que c'est 15 janvier, là, dernier délai, qu'est-ce qui se passerait après si on arrive d'un autre pays après le 21 janvier comme dernier délai? Ouais. Mais je pense que l'étudiante, elle parle de la date du 15 janvier. Si vous êtes vacciné, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer au Canada en tout temps. Mais si vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas entièrement vacciné, vous ne pouvez pas rentrer au Canada après le 15 janvier. Vous serez, on vous interdira l'accès au Canada. Donc, On va devoir terminer bientôt. Donc, je pense que je vais prendre seulement une dernière question. Donc, c'est pour Manal. Quel est le procédé des cours
non programmé, combien de temps doit-on attendre pour la... Oh non, désolé, c'est pas cette question-là. Nombre moyen d'heures d'études par semaine en première année pour le programme Génie logiciel régime coop. C'est très spécifique, là, mais peut-être tu peux donner une réponse avec plus de nuances. Oui, donc généralement en génie, ce qu'on m'a dit du bureau des admissions, c'est généralement environ 25 heures par semaine. Cependant, comme je peux dire de ma propre expérience comme une étudiante en génie, 25 heures par semaine, c'est juste les heures que tu passes dans les cours. Tu dois aussi, comme tous les travaux, par exemple les recherches, les rapports de laboratoire, les devoirs et tout, ça, c'est pas compté dans les 25 heures par semaine. En génie, probablement, si tu veux rester toujours à jour avec tes cours, tu vas devoir faire à peu près 40 heures par semaine de ton travail toute seule. Donc, ouais, ça diffère vraiment du 25 heures par semaine des cours parce que la plupart du travail que tu vas faire, c'est vraiment hors des heures de cours. Donc, tes rapports de laboratoire, tes exercices, tes préparations pour les examens, tes projets, etc. Donc, ça prend du temps. Mais généralement, si tu étudies, par exemple, 3 à 4 heures d'études individuelles par jour, ça devrait être bon. Mais pour les heures de cours, en génie, c'est généralement entre 23 et 25 heures par semaine. Pour les autres programmes, il y a des programmes avec 15 heures par semaine de cours. Vraiment, pourquoi dans la faculté de génie, il y a ces heures-là? C'est juste parce qu'on a les laboratoires et les laboratoires sont des laboratoires de 3 heures. Donc, on a les 3 heures de cours par semaine. On a les DGD de 1 heure et demie chaque semaine. Et puis, il y a des cours avec les 3 heures de lab. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps comme beaucoup d'heures pour les programmes de génie. C'est ça. Puis, juste comme en moyenne, pour que ça s'applique à plus d'étudiants, on dit que pour chaque heure qu'on passe en cours, on peut passer 1 à 3 heures d'études chez soi. Et je dirais qu'il y a des différentes périodes de pointe. Donc, en début d'année, c'est tranquille, c'est des lectures. Là, on arrive à la période des examens d'admission. Là, il faut augmenter le temps d'études un peu plus. Là, il y a comme une petite période tranquille. Et ensuite, pendant la période des examens, il n'y a pas de cours, mais il faut vraiment augmenter le temps d'études. Donc, il y a aussi des cycles dépendamment des travaux que vous devez soumettre, des détails comme ça. Exactement. Ouais. Merci, Manal. Avec plaisir. Donc, on va devoir terminer la séance. Donc, merci beaucoup à tous les panélistes qui ont présenté aujourd'hui. Donc, Manal, Jackie, Ali et Laura, un grand merci pour être là aujourd'hui et Camilla aussi pour tout le travail dans le chat, en arrière-plan, etc. Je ne pourrais pas faire ça sans ton appui. Et merci aux étudiants d'avoir assisté, de poser des questions, de participer. Donc, je sais que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. On a quand même un temps limité avec vous aujourd'hui, mais on est quand même là. Donc, on est là jusqu'au 22 décembre. Ensuite, l'université est fermée du 22 décembre jusqu'au 3 janvier et on sera de retour le 4 janvier. Donc, si vous avez des questions, vraiment maintenant, c'est le temps de poser vos questions. Donc, vous pouvez nous écrire. En fait, désolée, j'ai oublié que mon écran est encore sur la mauvaise diapo. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi, 9h à 16h30, donc heure de l'Est. Et ensuite, par téléphone, 613-562-5847, par courriel. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'immigration, le RAMU, la quarantaine, c'est le Bureau international, donc uointl@uata.ca. Et si vous avez des questions pour les mentors comme Manal, donc il y a une équipe de 10 mentors qui sont là pour vous appuyer puis partager leurs meilleures pratiques, leur expérience comme étudiants internationaux eux-mêmes. C'est mentorbi@uata.ca. Et bien sûr, notre site web, donc les FAQ, les vidéos sur YouTube. Ali a mentionné plusieurs tutoriels pour l'immigration, par exemple. Ça aide énormément, les petits trucs, les astuces, comme à les bénéficier le plus possible. Donc, on va avoir une autre présentation pareille à celle-ci en janvier avec des informations plus à jour. Vous aurez encore l'opportunité de poser d'autres questions. Donc, vous recevrez ou vous avez déjà reçu le courriel qui contient les détails de notre prochaine séance en janvier. Donc, joyeuses fêtes et je vous souhaite
bon succès dans vos études et aussi bonne fin de journée.